Bienvenue à cette dernière session de ce masterclass sur le conseil en images. Nous avons bien défini et établi qu'il y a des avantages à considérer parce que ce que nous appelons ou la discipline, il faut convenir, c'est une nouvelle discipline ou un nouveau métier. De plus en plus, on fait recours au conseil en images dans les milieux de business, dans les milieux étatiques au sommet de l'État, parce que on a pris conscience, comme dans la première partie, que 55% de votre apparence occupe votre communication. Votre apparence, c'est ce qui est visible, donc c'est votre image. L'image ne peut pas être cachée. Quand vous apparaissez, quand vous tenez devant les gens, quel que soit pour écouter ou pour parler, on analyse votre image. Et le cerveau humain, dans les 20 à 30 premières secondes, mémorise quelque chose, une image de vous. Et il faut que l'image que vous allez envoyer soit égale à votre caractère et au sérieux et corresponde à votre message. Voilà un peu l'enjeu autour de ce que nous appelons le conseil en images. L'homme de Dieu, la femme de Dieu est un homme public, qu'il le veuille ou pas. Lorsque nous nous mettons devant les gens pour communiquer, pour transmettre un message, nous devons soigner notre apparence pour que notre apparence corresponde au message, que notre apparence respecte l'auditeur ou celui qui est devant nous, notre interlocuteur, que notre apparence respecte aussi l'office que nous représentons. Nous sommes représentants de Dieu, nous avons le message le plus beau, donc nous ne pouvons pas apparaître et que notre apparence soit contraire à ce que nous avons comme message. Dans l'échelle de valeur, nous avons dit que en communication orale, le message que vous avez à donner n'occupe que 7% dans l'ensemble des outils ou du système de communication. Il faut faire attention à votre voix, à votre diction, à votre prononciation, au débit de la voix, etc. Et en fin de compte, le message n'occupe que 7%. Donc, il est important de veiller sur les 55% qui représentent la partie image, visuelle, gestuelle, langage non verbal. C'est ce que nous entendons par conseil en image. Donc, vous valorisez votre message en travaillant sur votre image pour retrouver déjà une confiance en soi, parce que vous savez à quoi vous ressemblez et vous avez travaillé votre image pour ressembler à votre message et à vos valeurs. L'exemple le plus simple, c'est quand vous êtes reçu pour un entretien d'embauche. Lorsque vous vous présentez en entretien d'embauche comme quelqu'un qui fait pitié, et votre habillement, votre attitude, votre posture montre que vous êtes misérable, vous risquez de ne pas avoir le poste. Même si vous êtes chômeur, ne vous présentez pas comme chômeur. Je crois que tout le monde comprend ça aisément. Donc, quand nous avons un message à véhiculer, à transmettre, nous devons travailler sur notre image pour que l'auditoire qui est là ne subisse pas. Nous ne faisons pas pitié, que nous ne soyons pas en train de souffrir, parce que c'est pas de la pitié qu'on demande quand on veut transmettre un message, surtout le message de l'Évangile. Donc, une envie de trouver un style qui corresponde plus à notre personnalité, que ce soit pour sa carrière ou pour sa vie professionnelle, c'est ça l'enjeu dans le conseil en image. Je veux que ce que je porte, je veux que ce que je montre, je veux que ce que je projette corresponde à mon caractère. Est-ce que je suis un homme désordonné? Est-ce que je suis un homme sérieux? Est-ce que je suis un homme qui veille sur les détails? Parce qu'effectivement, le conseil en image parle beaucoup plus des détails. Alors, dans ce dernier module, nous allons parler principalement de la colorimétrie qui parle du mariage des couleurs, du choix des couleurs
parce que c'est important. Chaque couleur a un symbole. Chaque couleur a un symbole. Et c'est un langage codé. Il faut le connaître parce que ce n'est pas nous qui déterminons ce que ça va représenter ou symboliser. Par exemple, le noir. On commence par le noir. Le noir symbolise la sobriété, l'élégance. Hein? Quoique dans certaines cultures, on pense que le noir, c'est le deuil, etc. Le noir, universellement, symbolise la sobriété, l'élégance. Un exemple pour vous qui êtes serviteurs, servantes de Dieu, quand vous voyez par exemple un colloque, une réunion de haut sommet, par exemple une réunion de chefs d'État, et puis ils font une photo de famille, c'est rare de voir parmi les chefs d'État quelqu'un qui est en costume blanc. Peut-être que vous n'avez jamais remarqué ou fait attention à ça. Vous n'allez jamais, en tout cas, si c'est costume, cravate, je ne parle pas des habits africains ou des tenues africaines, mais c'est rare de voir un homme d'État, de voir un chef d'entreprise, c'est rare de voir un haut placé dans certains niveaux de profession, enfin dans le monde professionnel, et puis il apparaît en costume rose, tout rose, costume tout blanc. Non, c'est toujours sombre. Voilà, la sobriété. Noir, bleu, bleu nuit, en tout cas, un costume sombre. Maintenant, le blanc, que symbolise le blanc? Le blanc symbolise la pureté, le blanc symbolise l'hygiène, le blanc symbolise la paix et la virginité. Ce sont des codes, c'est pas moi qui l'invente, c'est pas vous qui l'inventez, c'est généralement ou universellement codifié comme ça. Quand vous portez du blanc, il y a un message dans cette couleur, il y a un symbole derrière cette couleur. Ensuite, nous avons le marron. Pour aller vite, le marron, symbolise l'ancrage. Je parle de symbole ou de symbolique ici. L'ancrage, la solidité. Hein. Quand on présente une couleur marron, le marron renferme l'ancrage, c'est-à-dire quelque chose qui est établi, qui est solide. Le rouge symbolise l'amour, la passion, la féminité et aussi l'assurance. Ce sont des codes, ce sont des symboles et il faut être au courant pour ne pas, par exemple, porter une couleur qui dit le contraire de votre message. Le vert symbolise l'empathie, hein, l'amour de l'autre, la nature, le renouveau. Hein, quand on a un vert, c'est ça. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de drapeaux qui ont la couleur verte. Ensuite, lorsque nous continuons, nous avons le rose. Le rose symbolise l'enfance, le côté maternel et la douceur. Le rose symbolise l'enfance, côté maternel, tendresse et douceur. Le bleu, c'est le calme, le symbole du calme, le symbole de l'évasion, un petit espace où laisser aller la communication. Le bleu symbolise aussi la communication, un appel à la communication. Le jaune, hein, quant au jaune, le jaune symbolise la joie, le soleil, la connaissance. Le jaune, c'est le symbole de la joie, le symbole du soleil, le symbole de la connaissance. L'orange, la couleur orange symbolise le dynamisme, la chaleur et la vitalité. L'orange. Hein, et je ne suis pas en train de faire une publicité. Peut-être que vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi une compagnie s'appelle Orange. L'orange, c'est le symbole du dynamisme, le symbole de la chaleur, le symbole de la vitalité. Le gris, c'est le côté professionnel urbain, hein, la technologie, tout ce qui est technique. Le gris, c'est le neutre. On part du gris vers toutes les autres couleurs. Hein, quand vous voulez être neutre, c'est du gris qu'il faut porter. Donc,
ce sont des indications, c'est pas fermé. Selon les cultures, ça peut symboliser autre chose, mais il faut savoir cela. Donc, j'ai parlé des symboles, je vais parler maintenant des significations. Parce qu'il y a la symbolique et la signification. Le rouge, dans la signification, le rouge signifie la passion, la puissance, le dynamisme. L'orange, c'est la créativité, l'énergie, le plaisir. Hein? Ici, nous parlons de la signification. J'ai parlé des symboles, maintenant nous parlons de la signification. Il y a une petite nuance. Le jaune, c'est l'amical, ce qui est amical, c'est ce qui parle du bonheur, ce qui parle de la pureté. Le vert, encore une fois, c'est la nature, la croissance, l'équilibre. Le bleu, c'est la confiance, la sécurité, la communication. Le violet, c'est le sentiment, l'amitié et le bonheur. Le rose, c'est la sagesse, la spiritualité, la délicatesse. Le gris, c'est le neutre, la maturité et le calme. Le noir, c'est le luxe, le chic et l'élégance. Hein? Le marron, c'est le sérieux, ce qui est digne de confiance, ce qui est solide, comme on a vu dans la symbolique. Donc, le conseil en image consiste justement au fait à accompagner et de façon personnelle quelqu'un pour qu'il puisse, à travers plusieurs séances, arriver à harmoniser sa silhouette. Et nous avons vu les morphotypes, nous avons vu les types de morphologie, à s'habiller selon sa morphologie et suivre des codes couleurs qui peuvent se marier. Parce que le mariage des couleurs est très, très important. Généralement, le conseil en image, lorsqu'on entre dans la profession proprement dite, ça commence par une évaluation, ce qu'on appelle un bilan d'image. On étudie la personnalité, on étudie la silhouette de la personne, on étudie le visage de la personne et on propose des combinaisons et de formes et de couleurs qui peuvent aller avec la personne et harmoniser avec sa silhouette, son visage, le teint de sa peau, etc. Voilà des domaines qu'on aborde. Notre objectif ici dans ce masterclass, c'est de vous rendre conscient de cela pour que vous sachiez que tout est codifié aujourd'hui dans le monde. Et il y a des codes sociaux. Il y a des codes sociaux qu'il ne faut pas ignorer quand nous sommes dans la vie active, la vie sociale ou la vie promotionnelle, enfin professionnelle. Donc, il y a des conseillers en images qui vont vous recommander des spécialistes de la peau pour que vous soignez votre peau. Parce que si vous avez une peau sèche ou une peau grasse, vous voyez que par exemple quand certaines personnes se lèvent pour communiquer, pour parler, il y a une espèce de blanc qui va sortir à côté de leurs lèvres ou leur bouche va sécher. Ça, c'est des choses qu'on peut traiter et ça, c'est inclus dans le conseil en image. Il faut s'étudier, se connaître avant de pouvoir ajuster. Ensuite, il y a le domaine de la coiffure. Hein, la coiffure, c'est pas seulement pour les femmes. Hein, la spécialité en coiffure fait partie, est une branche dans le conseil en image. Ou si vous voulez, on fait recours à cela. On fait recours aussi à des visagistes, les spécialistes qui étudient le visage. Par exemple, quand vous voulez acheter des lunettes, il est important d'avoir une notion auprès d'un visagiste. Et normalement, les lunetiers, ceux qui sont des conseillers en ophtalmologie, vont vous recommander des cadres, ce qu'on appelle cadres de lunettes, qui vont vous convenir. Il ne faut pas porter des choses qui vont vous cloner ou qui vont vous rendre bizarre devant les gens. C'est important de voir ces détails-là. Et dans le précédent module, j'ai dit que c'est pas une question d'argent. C'est pas une question de choses somptueuses. Il faut
travailler avec le peu qu'on a pour avoir le maximum d'avantages. S'habiller bien, s'habiller correctement ne veut pas forcément dire s'habiller chèrement. Il faut travailler, il faut être au courant de certaines choses et ne pas négliger certains détails. Parce que le conseil en image s'occupe beaucoup plus des détails et les détails sont importants. En résumé, comme je vais vers la fin, je projette une image qui parle des morphotypes dont nous avons parlé. Par exemple, chez les hommes, il y a le morphotype rectangle, il y a le morphotype triangle renversé ou pyramide renversée, il y a le morphotype trapèze, ovale, il y a le morphotype pyramide, debout, et il y a le morphotype rond, pour résumer en 5 les morphotypes dont nous avons parlé. À chaque morphotype, donc à chaque morphologie, va correspondre un type d'habillement qui va bien correspondre. Chez les hommes, c'est pas tellement visible, mais chez les femmes, c'est très important de tenir compte de la morphologie de la personne avant de pouvoir adapter son habillement. Et j'ai bien souligné que habiller, c'est différent de vêtir. Voilà. On ne parle pas ici du vêtement, mais on parle de l'habillement. Quand on veut habiller, on fait attention à des détails, à la forme et à la cohérence. Il faut qu'il y ait une certaine harmonie dans votre habillement. Je vais toucher quelques points pour que vous puissiez voir. Cette dernière partie, je vais juste donner des conseils généraux pour qu'on puisse continuer. Par exemple, quand vous avez porté un costume, il y a une manière de se tenir. Chaque habillement vous dicte un certain nombre de comportements. Par exemple, quand vous portez un costume traditionnel africain en 3 pièces, hein, le petit boubou dedans, le grand boubou sur le petit boubou, vous voyez que le grand boubou là tombe de part et d'autre. Il y a une manière de, quand vous voyez les gens qui aiment porter ça, il y a une manière de remettre ça sur l'épaule chaque fois. Donc c'est un comportement qui n'est pas donné à tout le monde. Si vous n'êtes pas préparé, vous ne savez pas qu'il faut le faire ou bien vous ne le faites pas bien. Également pour les costumes, quand vous êtes en costume, cravate, vous ne devez pas mettre vos 2 mains dans vos poches. Costume, cravate, si vous êtes vesté, il ne faut pas vous arrêter. Quand vous êtes arrêté, il faut éviter de mettre toutes les 2 mains dans les poches de votre pantalon. Ça ne relève pas de l'élégance. C'est une seule main qu'on met dans la poche. Donc, j'ai illustré ça dans une image, ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Également, quand vous portez un costume, il ne faut pas mettre les 2 boutons. On met le bouton supérieur. Peut-être que je vais illustrer le plus simplement. Quand vous portez un costume, évitez de mettre les 2 boutons. C'est pas joli, c'est pas conseillé. C'est un seul bouton, celui qui est en haut. Et ce que je disais tout à l'heure, quand on est en costume, on ne met pas les 2 mains dans la poche. C'est pas élégant, ça ne relève pas de l'élégance. Quand vous portez un costume, on ne doit jamais mettre des choses dans la poche. Cette poche-là. On met pas il y a des gens qui mettent leur téléphone, qui mettent des trucs. Et puis, cette poche, c'est pas pour mettre des choses. Je sais que vous pensez que vous avez des poches pour disposer, mais quand on porte un costume, on ne met rien dans les poches. Souvent, vous voyez des gens qui apparaissent avec un costume. Le costume est joli, mais ils ont mis 3 téléphones ici, un téléphone là, et des lunettes, et puis ils marchent. C'est pas joli, ce n'est pas fait pour ça. Je vais, avant de m'asseoir, parler de la cravate. Lorsque vous voulez nouer une cravate, excusez-moi, hein, parce qu'on fait de la démonstration. Lorsque vous voulez nouer une cravate, et ça s'apprend, beaucoup de gens nouent leur cravate et ils portent ça comme,
J'avais un mot, mais je ne vais pas dire. Donc, vous devez prendre votre temps pour apprendre à nouer une cravate, même sans miroir. Voilà. Si vous avez opté pour souvent porter une cravate, il faut savoir automatiquement comment porter une cravate. Lorsque vous voulez porter la cravate, vous ajustez d'une certaine manière et puis si vous avez pris le temps d'apprendre, ça va être très, très facile, très automatique. Vous n'avez pas besoin que quelqu'un noue votre cravate pour vous parce que vous devez ajuster chaque fois hein, et le faire automatiquement, même si vous n'avez pas un miroir devant vous. Voilà, j'ai fini de nouer ma cravate et puis j'ajuste ma cravate parce que quand vous portez une cravate, je vais dire ces détails-là tout à l'heure, quand vous portez une cravate, ça montre aux gens que vous avez veillé sur des détails. Vous savez qu'il y a des habits, on n'a pas besoin de bien porter parce qu'on ne peut pas mal porter. Si vous portez par exemple un boubou, il n'y a pas une manière de bien porter un boubou. Vous ne pouvez jamais rater quand vous voulez porter un boubou. Mais quand on arrive dans des détails comme porter un costume, cravate, les gens vont regarder et ils vont tout de suite savoir si vous êtes soigné ou pas. Si vous avez raté la manière de nouer votre cravate et vous savez qu'il y a des gens, quand vous regardez la manière dont la cravate est nouée, vous pouvez tout de suite imaginer que lui là, voilà, soit c'est quelqu'un qui a noué ça pour lui et c'est comme ça que nous devons, tous ceux qui savent faire quelque chose ont appris. Donc je voudrais vous encourager dans votre coin d'apprendre à nouer votre cravate, d'apprendre à ajuster votre cravate si vous êtes un homme public parce que c'est très nécessaire. Lorsque vous avez fini votre présentation, il y a aussi une manière polie de se décontracter. Par exemple, vous avez fait une présentation, vous avez fini. Lorsque vous voulez vous décontracter, c'est autorisé. Mais il y a une manière polie, une manière élégante de le faire. Vous pouvez desserrer votre cravate lorsque vous avez fini, mais vous la laissez ajuster pour que, voilà. Donc, vous êtes décontracté et vous continuez de parler. Si vous voulez l'enlever, vous tirez simplement et vous enlevez votre cravate. Mais si vous enlevez votre cravate en faisant comme ça, c'est pas élégant. Les gens vont savoir que, au fait, il a amené ces cravates-là, quelqu'un a attaché pour lui et il les garde comme, voilà. C'est pas pour embarrasser quelqu'un. Il y a aussi certains détails et vous me permettez de le faire pour que, quand je parlais tout à l'heure de la colorimétrie, par exemple, ma cravate et ma pochette, quand vous voyez ma cravate et, c'est où? Et ma pochette, ça se marie d'une certaine manière. Il faut éviter de trop surcharger. Par exemple, vous avez une cravate d'une couleur, une chemise d'une autre couleur, une veste d'une couleur et une pochette d'une couleur. Ça fait trop. Hein? Généralement, on conseille de limiter à 3. 3 couleurs que vous arrivez à matcher, à harmoniser, c'est bon. Beaucoup d'erreurs que je continue de voir, même dans des milieux, vous voyez, ce n'est pas le titre ou le niveau. Si on n'a pas appris, on ne connaît pas. C'est comme ça. Même si vous vous appelez papa, même si vous vous appelez président, si vous n'avez pas appris, vous ne connaissez pas. Donc, c'est important d'apprendre. C'est pourquoi nous faisons ce masterclass. Quand vous achetez une veste, il y a un tag du fabricant qui est souvent dehors ici. Il ne faut pas porter la veste avec ça. Voilà, il faut enlever ça. C'est fait pour qu'on retire dès que c'est devenu pour toi. Vous ne portez pas une veste avec, je ne sais pas si vous savez de quoi je parle, j'ai une photo. Il ne faut pas porter ça. Et il y en a qui pensent que c'est, voilà, c'est montrer que vraiment j'ai un habit griffé. Ce n'est pas élégant. Ça ne fait pas partie des codes de l'élégance et de la bienséance. Lorsque vous achetez, vous détachez, généralement c'est à gauche, la manche gauche, ou la manche droite selon les pays, vous enlevez ça. Ne portez pas votre veste
en gardant le name tag, comme on l'appelle, sur la veste. Faites tout pour que quand vous portez votre cravate, ça descende jusqu'à la ceinture. La bonne manière, c'est que la cravate se limite à la ceinture. La cravate touche la ceinture. Si la cravate descend en bas de la ceinture, c'est pas bon. Si la cravate est ici, ce n'est pas bon, c'est pas conventionnel. Donc, si vous empruntez la culture de quelqu'un, il faut savoir, c'est comme j'ai dit, quand on veut porter les grands boubous où on enlève, on ramasse, on met comme ça, c'est une manière. Pourquoi on ne laisse pas descendre? Et ça a été cousu exprès, ça déborde et on prend, voilà. Ça correspond à une culture et il faut savoir que quand on s'habille selon une culture, cette culture-là a des codes. C'est ce qu'on appelle des codes sociaux. Merci. Je vais me rasseoir pour continuer le reste. Donc, ce sont des petits conseils, des petites astuces pour que nous puissions comprendre que le monde est codé et ce n'est pas nous qui décidons de ce que nous allons faire. Je préfère que quelqu'un s'habille simplement, le plus simplement possible, et de s'habiller dans un style qu'il maîtrise que de vouloir copier un style qu'il ne maîtrise pas et ça va tourner au ridicule. Il y a une manière de nouer les cravates. Il y a plusieurs types de nœuds de cravate. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais chacun peut choisir comment il va nouer sa cravate, mais il faut que la cravate soit bien ajustée. Et ce que je veux dire en plus, c'est de savoir que quand vous êtes en costume cravate, ça projette une image de soin dans les détails. Une image de soin dans les détails. Quand vous portez un boubou, vous ne pouvez pas mal porter un boubou. Un boubou, c'est 3 trous. Là où on passe la tête, là où on passe le bras droit et le bras gauche. Vous pouvez pas rater ça. Hein? Mais quand vous portez un costume 3 pièces ou un costume 2 pièces, c'est très codé. Il faut que vous mariez les couleurs de la cravate, la chemise, le costume, et il faut que votre cravate soit ajustée. Et quand vous portez, généralement, quand vous êtes en costume, même votre démarche est dictée par le costume. Vous ne pouvez pas porter un costume et puis marcher, comme dira un de mes fils, et marcher au hasardement. Il faut que vous soignez parce que c'est une notabilité, c'est une respectabilité, ça correspond à un comportement. Alors, je ne vais pas continuer plus loin. Je vais me prêter à vos questions après. Je crois que les administrateurs vont vous donner comment nous allons aborder la partie questions-réponses. Il faut aussi savoir que si vous devez porter des lunettes, ça c'est le dernier diapo, il faut vous intéresser aux conseils optiques parce que nous avons des visages différents. Il y a des visages triangles renversés, il y a des visages ronds, il y a des visages ovales, il y a des visages carrés, il y a des visages rectangles. C'est codifié comme ça. Les lunettes que vous allez porter doivent correspondre à votre type de morphologie de visage. Donc, ceux qui conseillent en optique sont aussi appelés des visagistes. Ceux qui vont étudier votre visage pour vous donner une monture de lunettes qui va cadrer avec votre visage. Vous avez certainement vu des gens qui portent des lunettes qui débordent. Ça ressemble plus à des rétroviseurs. Vous n'avez pas besoin de porter des lunettes qui... Bon, je vais faire attention pour qu'on ne pense pas que je me moque, mais étudiez votre visage ou faites-vous accompagner et portez des... Faut pas voir, j'ai déjà dit ça, faut pas voir que c'est joli avec quelqu'un
et puis aller acheter la même chose parce que vous n'êtes pas ce quelqu'un-là. Voilà. C'est pas parce que c'est joli avec votre voisin que ça sera forcément joli avec vous. Nous sommes tous uniques. Dieu nous a créés différents. Donc, il n'y a pas de vilaine personne, il n'y a pas de mauvaise personne, il n'y a pas de mauvaise morphologie, de mauvaise silhouette. Chacun doit étudier sa silhouette et s'habiller conséquemment. J'espère que j'ai été d'un service quelconque dans ce masterclass et que je vous ai aidé. Je bénis le Seigneur pour vos vies et je prie que le Seigneur continue de vous accompagner afin que nous puissions nous présenter devant Dieu, comme dit l'apôtre Paul, comme des ouvriers éprouvés qui n'ont point à rougir. Nous avons le merveilleux, le plus beau message à véhiculer. Il faut que l'emballage de ce message soit aussi intentionnellement étudié, adapté pour que l'évangile soit bien représenté. Que le Seigneur vous bénisse et à la prochaine.